Salut, salut, salut. J'espère que vous allez super, super, super bien. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Monsieur Soumaro. Habituellement, je peux me présenter sous forme de coach, de leader, parce que j'ai aussi plusieurs cordes à mon arc et je suis toujours ravi de vous retrouver pour expliquer au moins quelque chose qui va bénéficier à tout un chacun. Aujourd'hui, je vais aborder un pan de l'étude de cas, surtout l'étude de cas en ressources humaines et communication, BTS, deuxième année. Euh, vous êtes sans ignorer que ce qu'on appelle généralement l'étude de cas, c'est une partie des sujets qu'on appelle méthodologie. Sinon que l'étude de cas est composée de deux différentes parties, la méthodologie et les questions subsidiaires. Et je vous ai conseillé tantôt de toujours traiter la méthodologie sur l'affaire principale et les questions subsidiaires sur les intercalaires. La méthodologie, vous commencez sur l'affaire principale et si ça ne suffit pas, vous utilisez les intercalaires pour traiter le reste. Maintenant, vous savez très bien que vous êtes en ressources humaines et communication. Ce que j'ai remarqué chez beaucoup d'étudiants, c'est qu'ils ont tendance à oublier le volet communication. Et aussi, certaines écoles tombent dans ce piège parce que pas mal, je dis bien pas mal de directeurs d'études ou bien même de fondateurs ne maîtrisent pas forcément toutes les filières. Donc ça fait que le contenu même n'est pas trop maîtrisé et on se laisse souvent emporter par un côté, tel que le côté ressources humaines, et on oublie le volet communication. Quand je parle de communication, encore plus typiquement la communication média, c'est-à-dire la communication qu'on fait en utilisant les médias de masse qui sont reconnus en six grands titres. Nous avons la télévision, la radio, l'internet, l'affichage, le cinéma et la presse écrite. Ok? Donc comme ça, je vais un peu revenir là-dessus parce qu'il y a des cas, je dis bien des études de cas qui sont typiquement basées en grande partie sur les médias. Ok, donc aujourd'hui, je vais revenir là-dessus pour que ce piège-là soit vraiment évité à l'examen ou que les enfants s'y ressentent et qu'ils maîtrisent ce point. Je tiens aussi à souligner, vous faites ressources humaines et communication. Certains d'entre vous vont opter pour la gestion des ressources humaines. Donc, ceux-là vont maîtriser le développement des ressources humaines et puis tout ce qui est communication interne. Par contre, il y a un autre groupe qui va vraiment se spécialiser en communication média. Donc, tout ce qui est PPM, processus de production dans les médias, vous êtes amené à maîtriser. Oui, vous êtes amené à maîtriser ça, le processus de production dans les médias. Même si vous ne composez pas dedans, c'est un module très capital qui va vous aider pour la suite de votre carrière. Donc tout ce qui est journaliste, je parle des rédacteurs, des directeurs de publication, des caméramens, des scripts, des présentateurs, des animateurs, des techniciens. Il va falloir au moins maîtriser ce point-là parce que ça va vous aider. Du processus de production dans les médias. Il y a encore d'autres catégories de journalistes que je n'ai pas citées. Mais il va sans dire que si vous maîtrisez, ça va beaucoup vous aider pour cette carrière-là. Donc, faites ressources humaines et communication. Et là aussi, le volet MPC, qui entre dans l'étude des cas, qui traite plus des médias, vous êtes amené à maîtriser cela. Ok? Et même si vous n'êtes pas aussi au niveau des médias, que vous appartenez à une entreprise aussi, il va vous falloir maîtriser un peu comment est-ce que vous sélectionnez vos médias ou bien vos supports pour annoncer plus précisément vos supports pour faire passer votre message publicitaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que après ce volet, la mesure de l'efficacité publicitaire que je vais détailler tout de suite, je vais après être amené à faire une vidéo
pour vous montrer comment est-ce qu'on élabore un message publicitaire. Une année dans l'étude de cas, on a dit de faire un bref pour pouvoir vraiment, comment il faut dire, expliquer ce à quoi on voulait aboutir. Et ça allait permettre de toucher les autorités pour qu'elles puissent intervenir. Donc là, c'était encore de concevoir un tel message. Ça a été vraiment un fardeau pour beaucoup. Et quand on parle de l'élaboration de messages publicitaires, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Je vais revenir là-dessus avec entièrement une vidéo. On n'élabore pas un message publicitaire n'importe comment. Il y a beaucoup de contours qu'il faut maîtriser pour élaborer un message publicitaire pour que la cible soit vraiment atteinte. Ok, aujourd'hui je me limite à la mesure de l'efficacité publicitaire parce que c'est l'efficacité publicitaire qui vous amène à choisir le média le plus propice, le plus idéal. Plus précisément le support, parce que le média, c'est une famille de supports de même nature, ok? À choisir le support le plus idéal. Et quand vous faites l'étude, quand vous traitez l'étude de cas et que vous arrivez en stratégie des moyens de communication, vous êtes amené à justifier le choix des différents supports. Et c'est en vous basant sur la mesure de l'efficacité publicitaire. La mesure de l'efficacité publicitaire peut aussi subvenir en question subsidiaire où vous êtes amené à répondre. Okay? Donc comme ça, parlant de l'efficacité publicitaire, nous avons des éléments qui nous permettent de sélectionner les différents supports. Par exemple, la couverture. La couverture, ce n'est rien d'autre que le pourcentage, le nombre des personnes de la cible visée que ce support-là est à même d'atteindre. Donc ce pourcentage-là doit vous amener généralement à faire votre sélection. On a aussi la sélectivité. La sélectivité n'est rien d'autre que la capacité du support à s'adresser aux personnes de la cible. Je m'explique. Imaginons que nous ayons un message concernant le football. Le support que je vais choisir de façon sélective doit être un support qui est adressé généralement aux footballeurs ou aux fans du football. Vous voyez un peu, les sympathisants, les fans du football. Parce que quand tu mets dans ce support-là, quand tu véhicules ton message à travers ce support-là, il est très sélectif, il s'adresse typiquement à ceux-là. Ou bien, il y a un support qui traite typiquement que de la cuisine. Si moi, je fais passer un message dans ce support, il va sembler que ce support va atteindre la cible parce que de façon sélective, ceux qui lisent généralement, si c'est de la presse écrite, si c'est aussi la télévision, cette télévision-là, ceux qui la suivent généralement sont des sportifs. Ou bien, si c'est la cuisine, sont des fans de la cuisine. Donc, évidemment, et à coup sûr, le message leur sera adressé, le message va les atteindre. On a aussi la communication. La communication, c'est la capacité de ce support-là, de valoriser le message, de le véhiculer de telle sorte que le message puisse atteindre son objectif. Parce que généralement, en communiquant, nous avons trois principaux objectifs. Le cognitif, l'affectif et le conatif. Okay? Le cognitif, si c'est un produit par exemple, c'est de faire connaître le produit, ses différentes caractéristiques. Si c'est un produit aussi, l'affectif, c'est d'amener les gens à aimer le produit. Et le conatif, c'est d'amener les gens, puisque en communiquant, soit mon objectif était soit vous référencer le produit si vous êtes un distributeur, ou bien vous achetez le produit si vous êtes un client ou bien un consommateur. Ok. Donc, quand je communique et que le média, le support que j'utilise est à même de valoriser mon message, ce support-là, point de vue communication, est un bon support. Nous avons aussi l'accessibilité du média. Vous savez qu'il y a des médias qui peuvent ne pas être accessibles à cause de différents facteurs. Nous avons par exemple les contraintes légales. Si le média, le support est censuré, généralement il ne sera pas accessible. On a des contraintes de délai. Peut-être que pour faire passer mon élément, je dois respecter un certain délai au niveau de ce support-là. Si je dois le faire en un temps record que ce support ne peut pas le faire, ça brise un peu l'accessibilité. On a les contraintes de coût. Un média qui est vraiment coûteux, comment dire, qui fait vraiment
qui vend ces espaces de façon très coûteuse, c'est seulement la contrainte de coût va m'empêcher de pouvoir faire, de faire passer mon message au travers de ce média. Et on a aussi les contraintes de forme. Il y a des médias qui sont, des supports, pardon, qui sont inadaptés au message que je vais véhiculer. J'ai un support, par exemple, qui ne traite que de politique. Alors, moi, je vais parler de social. Peut-être une cause humanitaire qui n'a rien à voir avec la politique. Bien vrai, si je fais passer par ce support, certaines personnes qui font partie de la duplication peuvent être atteintes. Mais à ce niveau, sincèrement, contrainte de forme, ce n'est pas respecté. Ok. Donc, à part cela, nous avons différents facteurs que nous devons dont nous devons tenir compte pour l'élaboration ou bien pour le choix d'un support. Nous avons par exemple ce qu'on appelle l'audience utile. L'audience utile, vous devez connaître. Vous êtes en ressources humaines et communication. Ok? C'est l'audience de ce support qui appartient à la cible visée. Ça, c'est l'audience utile. Je prends par exemple chez nous un quotidien tel que Fraternité Matin. Fraternité Matin a plusieurs rubriques. Plusieurs rubriques, ce sont les familles d'articles de même nature. Une rubrique, c'est une famille d'articles de même nature. Nous avons par exemple la rubrique sport, on a la rubrique culture, on a la rubrique en écologie, etc. On a la rubrique économie, on a la rubrique politique, etc. Ok? Maintenant, comment il faut dire, le message que je vais véhiculer fait partie d'une certaine rubrique. Alors qu'au niveau du quotidien Fraternité Matin, tout le monde s'y retrouve. Maintenant, mon audience utile, ce sont ceux, si par exemple ça concerne l'économie, ce sont ceux de l'audience totale qui aiment l'économie. Donc mon audience utile, si par exemple l'audience totale de ce quotidien est de 100 000 personnes, et que de ces 100 000 personnes, il y a 30 000 qui s'intéressent à l'économie, mon audience utile là est constituée de 30 000 personnes. Maintenant, on a l'audience totale. L'audience totale, c'est tous ceux qui lisent. Si par exemple je prends le même quotidien Fraternité Matin, les 100 000 personnes qui lisent, quelle que soit la rubrique qui les intéresse, toutes ces 100 000 personnes-là font partie de l'audience totale. Maintenant, l'audience utile, c'est ceux de ce quotidien-là qui font partie de la cible que moi je veux atteindre. Ok. Maintenant, après, nous avons ce qu'on appelle le taux d'affinité. Le taux d'affinité permet de sélectionner un support. Ok. Je prends d'abord l'audience utile. L'audience utile, en étude de cas, on peut vous demander de sélectionner un support en fonction de l'échelle de puissance. Or, l'échelle de puissance, c'est la sélection du support en fonction de l'audience utile. Donc, si j'ai 3 supports, 4 supports, 5 supports, que je connais l'audience utile de chaque support, le support qui va m'intéresser en première position est le support qui a l'audience utile la plus élevée en matière d'échelle de puissance. Ok? En matière d'échelle de puissance. Maintenant, après l'audience utile, on a le taux d'affinité. Le taux d'affinité qu'on peut appeler aussi le taux de spécificité ou le taux même de sélectivité. Vous voyez, je prends l'audience utile d'un support. Si on me demande le taux d'affinité d'un support, je prends son audience utile. Je divise par son audience totale et je fais le tout multiplié par 100. Ça veut dire quoi? Si par exemple, au niveau j'ai 30 000 personnes intéressées par l'économie sur les 100 000 personnes, je fais 30 000 divisé par 100 000, le tout multiplié par 100. Vous allez voir que j'ai un taux d'affinité de 30%. Donc sur 100 personnes appartenant à mon audience totale, il y a 30 personnes qui s'intéressent à l'économie. Et si je dois sélectionner un support en fonction du taux d'affinité, je dis bien en fonction du taux d'affinité, je vais choisir le support qui a le taux d'affinité le plus élevé. Maintenant, quand on parle de duplication d'audience, je prends par exemple deux quotidiens, Fraternité Matin, et je prends par exemple l'Inter. Soit Fraternité Matin à 100 000 personnes appartenant à son audience totale. Vous suivez bien?
L'Inter a peut-être 150 000 personnes appartenant à son audience totale. Et on me dit que ces deux quotidiens ont en commun 25 000 personnes. Donc, regardez, l'intersection des deux, ça fait 25 000 personnes. Ce qui suppose que FRAPMAT a 75 000 personnes, plus les 25 000 personnes de milieu, et puis Inter a 125 000 personnes, plus les 25 000 personnes du milieu. Donc, si on regarde de façon définitive, de façon totale, on n'a pas 250 000 personnes, mais nous avons seulement que 75 000 plus 115 000 plus 125 000 plus 25 000. Donc, ça fait au total 275 75 000, oui, 125 000 et plus 25 000. 150, ça, on a au total 225 000 personnes. Mais quand on fait le dispatching sur les deux supports, on se rend compte que l'autre a 150 000 et l'autre a 100 000. Sans oublier qu'il y a une intersection de 25 000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 25 000 personnes qui lisent à la fois Inter et qui lisent à la fois FRAPMAT. Donc les 25 000 personnes font partie de la duplication d'audience totale. Maintenant, je reviens encore à mon audience utile, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la duplication d'audience utile. Ce n'est rien d'autre que ceux qui appartiennent à la duplication d'audience et qui sont intéressés par l'économie. Imaginons les 25 000 personnes, il y a 10 000 personnes qui aiment l'économie. Donc la duplication d'audience utile, ce sont les 10 000 personnes. Imaginons que l'audience utile de FRAPMAT, c'est 30 000 personnes, ok, 30 000 personnes, et que l'audience utile d'Inter, c'est 50 000 personnes. Il y a 30 000, ça veut dire qu'il y a 30 000 personnes qui sont intéressées par l'économie au niveau de FRAPMAT, et il y a 50 000 personnes qui sont intéressées par l'économie au niveau d'Inter. Donc regardez, 30 000, 50 000. Et on me dit que la duplication d'audience utile, c'est 10 000. Donc regardez très bien. Des 30 000 de FRAPMAT, on a 20 000 plus les 10 000 de l'intersection. Des 50 000 d'Inter, on a 40 000 plus 10 000 d'intersection. Donc si vous faites le calcul, le nombre d'individus que vous allez avoir, c'est 20 000 plus 40 000 plus les 10 000. Vous voyez, de l'intersection. 20 000 plus 40 000 plus les 10 000. Donc on aura au total 120 000 au lieu de 130 000 parce qu'il y a 10 000 personnes qui lisent à la fois Inter, qui lisent à la fois FRAPMAT et qui sont intéressés par l'économie. Et ce qu'on appelle généralement la duplication d'audience utile. Ok. Maintenant, la couverture nette utile d'un support, c'est l'audience utile des deux supports moins la duplication d'audience utile. Ok, donc la couverture nette utile, c'est l'audience utile, la duplication, c'est l'audience utile des deux supports moins la duplication d'audience utile. Ça va? Donc ça c'est la couverture nette utile. Ça veut dire quoi? Je prends l'audience utile de FRAPMAT qui était 30 000, l'audience utile d'Inter qui est de 50 000. Donc si je fais l'audience utile des deux supports, ça va être 30 000 plus 50 000, ok? Ça me fait 80 000. Alors que la duplication d'audience utile est de 10 000. Donc 80 000 moins 10 000, ça fait 70 000. Ça, c'est la couverture nette utile. Ok, maintenant, le taux de couverture, c'est la couverture nette utile sur la cible totale qui est visée multipliée par 100. À part ça, nous avons l'échelle d'économie. L'échelle d'économie n'est rien d'autre que le fait de classer les supports en fonction de leur coût aux 1000 contacts. C'est-à-dire quoi? Si je prends 1000 personnes d'une certaine cible, je prends 1000 personnes d'une certaine cible, je vais essayer de voir sur les 1000 personnes, combien est-ce que je paye pour pouvoir atteindre une personne sur les 1000. Donc, ça fait le coût d'une insertion divisé par l'audience utile multiplié par 1000. Mais généralement, quand vous choisissez un support, vous devez choisir le support qui a le coût aux 1000 contacts
le moins élevé. Et quand c'est comme ça, vous avez choisi selon l'échelle d'économie. Là, c'est économique. Vous dépensez moins pour atteindre une personne. Ceci étant, je vais faire la suite pour vous expliquer un peu comment vous devez choisir un support, comment vous devez le choisir, soit en fonction de l'échelle d'économie, en fonction de l'échelle de puissance, en fonction du taux d'affinité, en fonction aussi du point de couverture brute, tout dépend. Donc je vais m'arrêter là, vous donner l'occasion encore, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir l'occasion de suivre encore d'autres vidéos qui vous expliquent un peu en étude de cas, comment est-ce que vous pouvez choisir, ou bien comment vous devez traiter l'étude de cas pour qu'au BTS, vous puissiez valider sans souci. N'oubliez pas de vous abonner. Bonne journée à vous et que Dieu nous garde. Je vous remercie.